Thomas Kosterk, donc avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. Si on prend la situation domestique américaine, il y a des petits sujets périphériques dont on pourra parler avec vous, mais sur le plan de l'équation domestique pour la Réserve fédérale américaine, quel est l'enjeu de cette réunion? Est-ce que Jérôme Powell arrive confortablement installé dans un fauteuil en maîtrise totale du calendrier de la Réserve fédérale américaine? Oui, en tout cas, il n'y a pas de maîtrise économique complète, puisqu'on a des chiffres encore mitigés. Le thème principal étant encore le variant Delta, qui a des effets mitigés sur l'économie. On a vu un rapport de l'emploi du mois d'août où il y avait vraiment un effet Delta, notamment sur l'emploi dans les restaurants. Mais par contre, on ne l'a pas vu dans les ventes au détail, qui restent très résilientes, voire même, je dirais, un consommateur qui est en bonne santé. D'ailleurs, c'est notre fil rouge économique à nous. On pense que le consommateur américain voit bien. Mais on sait l'importance du rapport de l'emploi pour la Réserve fédérale. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de décision hâtive, à mon avis, de la Réserve fédérale pour baisser les achats d'actifs, en tout cas à cette réunion-là. Après, il y a des thèmes non économiques, en particulier deux thèmes importants, évidemment, mais non économiques. Le premier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui vient du Congrès américain. Je rappelle qu'il y a beaucoup de deadlines à passer. Il y a besoin d'un nouveau budget pour le 1er octobre. Il y a la question de la limite de la dette. Le Congrès doit aussi voter sur les plans d'infrastructure. Bref, ça fait beaucoup à digérer au Congrès. Ça peut être une source d'inquiétude pour la Réserve fédérale. Et enfin, un autre phénomène qui n'est pas secondaire, puisque Jérôme Powell cherche la renomination pour son poste pour le mois de janvier, pour un nouveau mandat de 4 ans à partir de janvier l'année prochaine. Et forcément, ça voudrait aussi, ça plaiderait en faveur d'une politique plutôt attentiste du point de vue monétaire et éviter toutes sortes de vagues et de remous dans les marchés financiers notamment. Sur les questions qui intéressent le Congrès aujourd'hui, justement, Thomas, donc nouvel exercice fiscal qui commence au 1er octobre pour l'État américain fédéral. Toujours cette question du plafond de la dette, c'est un peu le marronnier habituel pour les économistes américains. À la fin de l'histoire, on sait que ça se termine toujours bien. Est-ce que c'est l'hypothèse centrale toujours aujourd'hui encore, Thomas? Est-ce qu'il faut se méfier quand même de ces limites, de ces seuils, de ces débats et de ces situations de blocage politique au Congrès à l'approche justement de ce plafond de la dette? Alors c'est vrai qu'on a vu une tribune de Janet Yellen qui va pas avec le dos de la cuillère. Si on relève pas le plafond de la dette, c'est le choc économique majeur, la récession, etc. Bon, est-ce que c'est une situation réellement d'alerte de ce point de vue-là, Thomas? Non, la réponse est non. Évidemment, les États-Unis ont en tout cas la capacité financière de payer leurs dettes et certainement le feront. Maintenant, voilà, les parlementaires américains ont la fâcheuse habitude d'attendre le dernier moment. Et on a vu ces dernières années, à chaque fois qu'il y a cet épisode de la limite de la dette, on attend davantage encore la dernière limite à chaque fois. D'où des craintes que cette fois-ci, qu'on passe minuit et que, j'allais dire, que le carrosse se transforme en citrouille. Mais moi, je pense qu'il y aura certainement du stress autour de la deadline quand même, mais in fine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'en effet, les membres du Congrès utilisent cette deadline technique et financière pour faire du levier sur d'autres parts de législation budgétaire notamment, et ça ne devrait pas être le cas. Voilà, c'est regrettable. Bon, mais en tout cas, ça ajoute effectivement un point de pression supplémentaire dans le paysage global des marchés pour terminer ce mois de septembre. La situation chinoise, effectivement, le risque de défaut d'Evergrande, alors beaucoup font le parallèle avec Lehman il y a 13 ans. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut accepter, Thomas, ou est-ce que c'est deux histoires qui n'ont rien à voir? Et du point de vue de la Fed, qui doit rester vigilante face au risque de marché, comment est-ce que cette situation peut s'intégrer effectivement dans son équation? Oui, alors pour la Réserve fédérale, je pense qu'il y aura c'est surtout les thèmes domestiques qui devraient dominer. Je l'ai encore dit, c'est cette image assez mitigée de l'impact du variant Delta sur l'économie américaine, mais globalement une économie qui va bien, et donc une Réserve fédérale qui devrait quand même continuer sur son calendrier, qui est une réduction des achats d'actifs, soit pour le mois de novembre, soit pour le mois de décembre, et probablement au mois de novembre. Là où les problèmes chinois pourraient rentrer en compte, on sait que le board à Washington, c'est-à-dire les gouverneurs de Washington DC, sont un peu plus sensibles
aux aspects internationaux que leurs collègues les membres régionaux de la Réserve fédérale, qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à la situation domestique. On pourrait donc avoir un comité central, donc à Washington, qui s'émeut un peu plus de la Chine si la situation sur place continue d'être compliquée. Mais je ne pense pas que ce soit une question de calendrier, puisque je pense qu'ils tiennent à baisser les achats d'actifs, soit en novembre, soit en décembre. Ils pourraient régler éventuellement sur les modalités, sur le rythme de baisse des achats d'actifs. Et surtout, je pense que c'est ça, là où ça pèserait le plus, c'est sur la première hausse de taux. Mais de toute façon, à mon avis, on parle sur pas de hausse de taux avant 2023, à mon avis, même si, ça va être la subtilité cette semaine, le graphique de points risque de montrer une hausse de taux dès 2022 à cause du poids des membres régionaux de la Fed, qui sont plus nombreux et donc ils ont plus de points, même si, in fine, dans les décisions, ce n'est pas eux qui prennent les décisions plus importantes, c'est au final vraiment le comité de Washington DC. Mais globalement, vous dites, malgré ces points d'attention pour la Fed, que ce soit au Congrès, à Washington ou que ce soit en Chine, vous dites, elle ne doit pas dévier quand même du voyage qui nous emmène vers un tapering d'ici la fin de l'année. Ce serait inquiétant, même dans une certaine mesure, que la Fed revienne sur cette esquisse de calendrier. Tout à fait, et la Fed a vraiment passé ces derniers mois à baliser quelque part l'autoroute. Ça a été d'ailleurs très bien balisé. Jérôme Powell a fait un très bon boulot de communication. Ça serait étonnant que pour des questions de déboire financier en Chine, que la Fed se mette à dévier. En reprenant votre analogie, je pense que le système financier chinois est beaucoup plus fermé que le système financier à l'époque américain, qui était beaucoup plus d'ailleurs lié au système financier européen. Donc il y a quand même des proportions à garder, notamment sur les risques systémiques mondiaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a potentiellement des risques sur place propres à l'économie chinoise. Bon, à propos de risques géopolitiques, en l'occurrence mondiaux, alors notons que ce sera une semaine intéressante parce que c'est l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui va débuter avec beaucoup de discours. Joe Biden s'exprimera notamment plusieurs fois à la tribune au cours de cette semaine, alors sur des sujets géopolitiques, sur les sujets pandémiques, sur la question du climat également. On est à un peu plus d'un mois maintenant de la prochaine COP, la COP 26 qui se tiendra à Glasgow. Mais je voulais peut-être un petit commentaire de votre part, Thomas, sur l'affaire des sous-marins, mais prenons le point de vue américain et ce partenariat stratégique autour de Washington, Canberra et Londres, dans cette zone Indo-Pacifique, pour ainsi dire, une zone d'influence chinoise de plus en plus aujourd'hui, qui montre bien ce qu'on disait déjà il y a une semaine ou deux, après le coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. Attention à ce que la compétition forte entre les deux grandes zones économiques ne dérive pas en conflit. C'est ce qui était ressorti du coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. C'est vrai que quand on voit les pions se mettre en place, on se dit que c'est une hypothèse qui n'est pas totalement nulle. Tout à fait. Donc on a deux choses. On a une certaine nervosité à l'égard de la Chine des investisseurs étrangers, à cause de la situation économique et financière sur place. Et s'ajoute à cela, en effet, un bruit géostratégique, un bruit qui monte. Parce qu'en effet, il y a eu cet appel entre Xi Jinping et Joe Biden. Alors, on ne sait pas d'ailleurs s'il y avait, vous savez, il y a eu l'histoire de cette invitation. Est-ce qu'il y a eu une invitation ou pas qui aurait été refusée par la Chine? Mais en tout cas, quand on lit le communiqué, notamment si on le lit entre les lignes, on sent quand même une tension sous-jacente qui est réelle. Et maintenant, on voit en effet cette nouvelle alliance avec l'Australie, qui est aussi se met en place et fait écho aussi quelque part à une course à l'armement, puisque c'est ça dont il s'agit. Il y a des dépenses d'armement qui sont en forte augmentation dans la région et de la part des partenaires des États-Unis. Donc en effet, tout ça contribue quand même à un sentiment un peu de perplexité par rapport à la situation chinoise, puisque au bruit économique et au bruit financier, et en l'occurrence dans le secteur immobilier chinois, s'ajoute ce bruit géostratégique, et ça sera en effet intéressant de voir et de lire entre les lignes ce que disent les États-Unis lors de ce congrès des Nations Unies. Bon. Tous ces éléments se reflètent sans doute en partie dans la séance du jour aujourd'hui, des investisseurs globaux qui sont un peu tétanisés par ces incertitudes qu'on a pu décrire avec vous, avec des marchés actions en Europe, on le rappelle, à mi-séance, qui baissent fortement de plus de 2%. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous à distance depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.